Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Lorsque le président Duclerc déclare devant les télévisions et dans les journaux que le FPR n'était pas un groupe armé qui combattait le gouvernement de Habyarimana, mais que c'était un parti d'opposition, là je tombe de très haut, parce que le FPR a attaqué le Rwanda le 1er octobre 1990. Et ce n'étaient pas des réfugiés rwandais qui arrivaient, c'était des hommes et des femmes armés et un uniforme de l'armée ougandaise où ils étaient déjà des officiers supérieurs et dont le chef de cette rébellion était le numéro 2 de l'armée ougandaise. Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio. Et dans quelques petites minutes, nous retrouverons nos invités pour parler du rapport français sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Africa, le grand rendez-vous sur Africa Radio. 18h15 à Paris. Merci de nous rejoindre pour cette édition du Grand Rendez-vous. Nous parlons des réactions diverses suscitées par le rapport Vincent Duclerc sur le génocide rwandais en 1994, avec nos 4 invités. Il s'agit du général Dominique Delors. Général, bonsoir. Allô, Dominique Delors, vous m'entendez? Auteur du livre Guerre au Rwanda, l'espoir brisé, paru aux éditions Perrin et en librairie depuis le 4 mars. On devrait la voir dans quelques instants. Et Patrick Mboyo, bonsoir. Bonsoir. Chercheur en droit et sciences politiques à l'université Saclay, ici à Paris. Bonsoir. Bonsoir. Paris-Saclay, il faut le préciser. Paris-Saclay, c'est bien ça. Absolument. Nous avons également Jean-Marie Ndagijimana, ancien ambassadeur du Rwanda en France de 90 à 1994. Monsieur Ndagijimana, vous m'entendez? Bonsoir. Je vous entends très bien, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes également ancien ministre des Affaires étrangères post-génocide du Rwanda. Jean-Marc Sobot, vous m'entendez? Bonsoir. Jean-Marc Sobot, qui est auteur, journaliste camerounais, il a signé plusieurs ouvrages, dont Guérandi Mbara, un assassinat franco-africain aux éditions franco-canadiennes. Il sera en ligne du Québec. Je vais peut-être m'assurer à nouveau si le général Dominique Delors est là. Non, pas encore. On me fait signe qu'il n'est pas encore avec nous. Jean-Marie Ndagijimana, vous avez été ambassadeur, ancien ambassadeur du Rwanda ici en France pendant cette période. Quelle a été votre réaction à la publication du rapport ou à la remise du rapport Duclerc au président Emmanuel Macron? Je vous remercie pour cette question. En réalité, je n'ai pas réagi à la présentation de ce rapport parce que je n'en connaissais pas encore le contenu. En revanche, c'est après avoir écouté les uns et les autres, et notamment les déclarations de M. Vincent Duclerc et de certains autres, de certaines associations, et aussi une déclaration à chaud du gouvernement rwandais que j'ai commencé à réaliser en fait le contenu de ce rapport, et j'ai commencé seulement à le lire. Ça fait quand même plus de 1000 pages. Oui, et un peu plus de 1200 d'ailleurs. Oui, c'est ça, plus de 1200. Donc j'attends vraiment d'en savoir plus. Ceci dit, j'ai quand même parcouru le gros de ce rapport, pas dans les détails, mais sur les grands problèmes qu'ils ont soulevés. Je sais à peu près la position de ce rapport. Et donc, je pourrais, au fur et à mesure, porter mon jugement ou mon analyse. Merci. Patrick Mboyo, vous avez vu le compte rendu, vous avez parcouru le compte rendu ou les points essentiels de ce rapport, je suppose. Oui, bien sûr. Oui. Alors avec un document de plus de 1200 pages, ce n'est pas en un week-end ou en une semaine qu'on peut le lire sereinement.
et analysé le contenu de ce rapport. Jusqu'à là, comme mon prédécesseur l'a dit, je suis sur le compte rendu et en train de faire une lecture diagonale pour rechercher les éléments essentiels sur la responsabilité. On parle de responsabilité française, notamment d'une pensée qui sombre. Voilà, la doctrine française qu'avait voulu François Mitterrand au début des années 90, avec le Rwanda comme laboratoire, n'a pas tenu. Et je comprends aussi qu'il n'y a pas dans ce document une volonté d'accabler et présenter la responsabilité concrète de la France en tant que complice ou auteur. Vous parlez de vos responsabilités, mais les historiens qui ont participé à ce travail ont indiqué qu'ils n'avaient pas non plus accès à tous les documents. Bien sûr, ce n'est pas un travail juridique, il faut bien préciser, c'est un travail d'histoire, c'est un travail d'historien qui n'a pas de réelle portée au plan juridique que des gens peuvent utiliser pour aller peut-être intenter des procès contre la France. J'aimerais que ça soit clair sur ce point. Je ne pense pas non plus qu'une lecture approfondie de ce document me permettrait d'arriver à changer mon avis sur ce point, à trouver des éléments sur le plan juridique établissant la responsabilité de la France. Ce n'était pas le rôle des historiens déjà parce qu'ils n'avaient pas accès aux archives qui sont encore fermées jusqu'aujourd'hui. Mais je considère qu'il s'agit d'une démarche à la fois historique, mais scientifique, si je peux le dire ainsi, historique, mais aussi une démarche politique. Puisque à chaque fois qu'il y a un rapport sur le Rwanda, c'est un événement en France, mais ouais, au Rwanda, c'est un non-événement. Personne n'en parle en réalité. Tous les médias en France en parlent, mais j'aimerais au cours de cette émission que nous arrivions un petit peu à comprendre pourquoi cette déliquescence de la question du génocide au Rwanda, pourquoi ça suscite tant de passions, tant de réactions en France, alors que de l'autre côté, au Rwanda, les autres officiels se font moins discrets, plus discrets, pardon. Merci beaucoup, Patrick Mboyo. Je pense que le général Dominique Delors est bien en ligne avec nous. Général Delors, bonsoir. Oui. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous, auteur du livre Guerre au Rwanda, l'espoir brisé, paru aux éditions Perrin et disponible depuis le début du mois. J'aimerais peut-être, avant de dire un mot sur votre témoignage que vous avez livré dans cet ouvrage exceptionnel, nous parler un peu de votre avis sur ce rapport qui est salué par certains, mais qui est plutôt accueilli avec réserve par d'autres. Bon, écoutez, manifestement, c'est un travail remarquable qui a été très remarqué. Et il fait 1200 pages, donc il faut pouvoir le lire dans son intégralité pour avoir un jugement totalement éclairé. Néanmoins, on peut quand même faire déjà quelques commentaires. C'est que la commission Histoire, par sa mission, ne s'est intéressée qu'aux documents français. Il manque là manifestement des travaux sur les archives, si elles existent, du Rwanda, du FPR de cette période, du pays voisin d'Ouganda et bien sûr des États-Unis d'Amérique. Donc ça, c'est déjà, je pense, un point important qui serait intéressant de lever. Le deuxième commentaire que je pourrais faire, c'est un peu mon regret de ne pas avoir vu une mise en perspective complète de la gestion de crise française, qui était celle déterminée par le président de la République, avec François Mitterrand, qui avait aujourd'hui décédé, aujourd'hui décédé, et qui depuis 90 et jusqu'à 93 a souhaité faire que la France facilite les négociations entre les deux parties principales, c'est-à-dire d'une part le FPR et d'autre part les gouvernementaux composés d'ailleurs de mouvements de partis d'opposition et du parti gouvernemental. Donc ça, c'est un peu dommage parce que c'est vraiment l'idée maîtresse qui a permis aux diplomates et aux militaires de fixer leurs actions durant toute la période qui a amené jusqu'aux accords d'Arusha. Le troisième commentaire, c'est évidemment l'absence complète d'une réflexion critique sur l'ONU et l'échec malheureux de la mission des Nations Unies et également qu'est-ce qui peut expliquer ces échecs qui sont regrettables parce que, à mon sens, ça va expliquer une partie des blocages qui mèneront
l'apocalypse finale, quoi. Merci beaucoup. Votre présence est d'autant plus intéressante qu'on verra tout à l'heure, juste après une courte pause, le contexte, puisque vous étiez responsable d'une opération en France au Rwanda, avant cette opération. C'est ce que vous décrivez dans votre livre. Mais je propose qu'on écoute dans l'immédiat Jean-Marc Sobot. Vous êtes là, Jean-Marc ? Oui, je suis là. Journaliste et auteur. Bonjour à tout le monde. Voilà. Vu du Canada et de Québec précisément, que vous inspire ce rapport ? Oui, je suis au Canada, mais j'étais il y a quelques mois, en octobre dernier, c'est-à-dire pendant la pandémie, j'ai visité j'étais à Kigali jusqu'à Gisenyi même, qui était un peu l'itinéraire, à peu près l'itinéraire de la mission française turquoise. L'opération militaire. Ce qu'on constate ici, c'est ce qu'on constate partout, c'est-à-dire que tout le monde, en reprenant les dépêches de l'AFP, tout le monde a salué un peu cette évolution de la France qui, comme vous le savez, il faut le dire, restait quand même longtemps dans une sorte de déni. On se souvient de cette enquête du juge Jean-Louis Bruguière qui a conduit à la délivrance de mandat d'arrêt international contre les proches contre le président Kagame. Oui. Donc moi je dis que ce qui a conduit justement à des difficiles relations diplomatiques entre la France et le Rwanda. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que on peut pas exclure le côté l'équation politique de la France. Ce qu'on constate, c'est que la France essaye de changer, d'aplanir un peu ses relations avec le Rwanda. Et on a vu la nomination de l'actuelle secrétaire générale de la francophonie, qui est une ancienne Madame Louise Mushikiwabo des affaires étrangères. Quand même, c'est très important. Donc pour vous, Jean-Marc, ce rapport participe de la volonté de Paris d'améliorer ses relations diplomatiques avec le Rwanda ? Oui, j'allais dire que c'est uniquement dans cette perspective parce que, d'après moi, la France n'a presque jamais rien reconnu. En tout cas, reconnaît toujours un peu comme uniquement sur le bout des lèvres. Et moi j'ai appris, j'étais pas surpris d'apprendre que en mai, le président Macron sera au Rwanda. Et je pense que ça s'inscrit un peu dans cette perspective parce que il faut le dire, le Rwanda commence à être très important. Je crois qu'il y a d'autres enjeux. Il y a des enjeux. Le Rwanda, c'est suivi par les États-Unis, c'est suivi par tout le monde. Et puis c'est un important pôle économique, stratégique et toutes sortes de choses. Merci. Donc pour moi, c'est beaucoup plus dans cette perspective que dans la perspective, dans l'équation diplomatique, l'équation politique que le président Macron s'inscrit. Et comme vous le savez, c'était pas le cas avant, par exemple, avec, vous savez, Jean-Christophe Mitterrand qui était proche d'Abiyarimana, et puis c'était comme, c'est vraiment c'est la vraie mafia. Et je crois que c'est dans cette mafia que la France était intervenue avec l'opération turquoise. Merci beaucoup, Jean-Marc. Je suis désolé de vous interrompre. On reviendra dans quelques petites minutes. Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio. Et suite de notre débat consacré ce soir au rapport de l'historien français Duclercq sur le génocide au Rwanda. Et nous en parlons ce soir avec 4 invités. Jean-Marie Ndagijimana, ancien ambassadeur du Rwanda en France et ancien ministre des Affaires étrangères. Jean-Marc Sobot, journaliste, auteur de nombreux ouvrages. Il est au Québec, au Canada. Patrick Mboyo, chercheur en droit et sciences politiques à l'Université Paris-Saclay, ici en France. Et Général Dominique Delors, auteur
auteur du livre Guerre au Rwanda, l'espoir brisé, paru aux éditions Perrin et disponible depuis début mars. Général Delors, vous avez participé, vous avez été le patron, commandant plus précisément de l'opération Noroa, qui était une opération militaire de l'armée française menée à Kigali dès début octobre 90, dans le cadre de la guerre civile. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement le contexte dans lequel le génocide arrive 4 ans plus tard? Alors écoutez, au moment dont vous parlez, du début du génocide, l'armée française a quitté le Rwanda. Les dernières forces françaises ont quitté le Rwanda en décembre 93, après la mise en place de la mission des Nations Unies au Rwanda. Donc ça, c'est la suite des accords d'Arusha signés en août 93. Et donc, dans le cadre de cet accord, il y avait la mise en place d'une force de l'ONU qui devait permettre justement l'application de cet accord qui venait d'être signé par les partis, c'est-à-dire le gouvernement rwandais, le président rwandais, et puis le président du FPR. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il ne restait que quelques coopérants, je dis bien quelques coopérants, encore sur place au début de l'année 94. Donc ça, c'est le contexte. L'opération militaire proprement dite est donc terminée. Et c'est d'ailleurs ce qui était souhaité par la France. La France avait essayé de faire ce qu'il pouvait pour amener les deux parties à trouver une conclusion autour du tapis vert et donc, si j'ose dire, éviter la poursuite de combat. Donc le cessez-le-feu tenait, la force des Nations Unies s'est mise en place. Malheureusement, elle était sous-dimensionnée et ça, c'est d'ailleurs une question qu'on peut se poser. Pourquoi les demandes répétées des patrons sur place n'ont pas été acceptées par les Nations Unies? Qui a mis obstacle au renforcement de la mission des Nations Unies? Qui n'a pas accordé la possibilité aux forces des Nations Unies d'appliquer ce qu'on appelle le chapitre 7, bien connu des spécialistes, permettant aux soldats de l'ONU d'utiliser la force quand cela est nécessaire pour remplir leur mission. Donc ça, on se retrouve là devant une grande interrogation. Une grosse grande interrogation, c'est aussi le retard mis sur deux points essentiels, qui sont le retour à la vie civile d'une partie de l'armée rwandaise pour permettre la formation de la nouvelle armée rwandaise. Donc là, il y avait évidemment une démobilisation à assurer dans des conditions acceptables pour les soldats de l'armée gouvernementale. Oui. Manifestement, tout ça a été bloqué, tout comme la mise en place des premières institutions permettant justement à la mise en place du gouvernement à base élargie tel qu'il était prévu dans les accords d'Arusha. Merci. Donc c'est là où on se trouve à ce moment où de l'attentat contre les présidents rwandais et burundais. L'avion du président Juvenal Habyarimana. Voilà. D'accord. Avant de passer la parole à l'ambassadeur Jean-Marie Ndagijimana, je voudrais en deux mots, général Dominique Delors. Lorsque vous quittez le Rwanda et l'armée française aussi quitte le Rwanda, est-ce que vous sentiez déjà qu'il y avait des signaux qui alertaient sur un probable génocide? Alors, sur le probable génocide, non, carrément non. Et d'ailleurs, rien n'a été montré de manière explicite dans le rapport de la commission nucléaire. Ce qui est certain, par contre, c'est que le risque de massacre entre les communautés, du massacre de la communauté Tutsi, avait bien été repéré dès 91 et même 92, bien entendu. C'est d'ailleurs, à mon sens, une des raisons de la poursuite de l'action de la France, qui ne pouvait pas dire on s'en va, on se lave les mains et que le peuple rwandais a qu'à se massacrer tranquillement entre eux. Non, c'est, je pense, une des raisons qui a poussé le président Mitterrand à poursuivre le cap qu'il s'était fixé en toute légitimité pour permettre justement ces négociations. L'espoir, malheureusement, a été brisé. Et donc, il n'y a pas pu y avoir cette réconciliation, comme on l'avait vu. Il faut le souligner quand même au même moment en Afrique du Sud, où en Afrique du Sud, à la fois le président Mandela
futur président Mandela et le président de Klerk avaient trouvé les voies et moyens pour essayer de faire une transition dans des conditions difficiles et en dépit de la présence d'extrémistes dans différents camps. Absolument. Merci beaucoup, Général. Dès lors, Jean-Marie Ndagijimana, je voudrais qu'on revienne sur le rapport. C'était juste avoir l'élément de contexte avec Général Delors. Vous parliez en début de vos propos de certaines insuffisances, de certains oublis, omissions volontaires ou non dans ce rapport. Mais vous, qu'est-ce qu'il vous a appris, monsieur l'ambassadeur? Écoutez, il m'a appris beaucoup de choses, notamment que les membres, et notamment le président de cette commission, connaissent très très peu l'histoire de la guerre du Rwanda, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Lorsque le président du Clerc déclare devant les télévisions et dans les journaux que le FPR n'était pas un groupe armé qui combattait le gouvernement de Habyarimana, mais que c'était un parti d'opposition, là je tombe de très haut, parce que le FPR a attaqué le Rwanda le 1er octobre 1990. Et ce n'étaient pas des réfugiés rwandais qui arrivaient, c'était des hommes et des femmes armés et un uniforme de l'armée ougandaise, où ils étaient déjà des officiers supérieurs, et dont le chef de cette rébellion était le numéro 2 de l'armée ougandaise. C'est vrai qu'ils étaient des anciens réfugiés rwandais, mais depuis longtemps, ils étaient dans l'armée ougandaise, c'est eux qui avaient mis Museveni au pouvoir. C'est un élément capital. Et donc, on reproche au président Habyarimana de les avoir traités d'Ougando-Tutsi. Non, ce n'est pas le président Habyarimana qui a dit qu'ils étaient Tutsis. Surtout que leur président, d'ailleurs, le président du FPR, était un Hutu, le colonel Kanyarengwe. C'est vrai que le gros aussi du FPR, c'était des anciens réfugiés Tutsis. Mais ce n'est pas le président Habyarimana qui les a baptisés d'Ougando-Tutsi. C'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui, en prenant déjà une partie du territoire rwandais, ont déclaré qu'ils étaient là pour libérer les Tutsis. Donc ce n'est pas le président Habyarimana qui a commencé à parler des Tutsis envahissant le Rwanda, non, c'est les agresseurs eux-mêmes. D'accord, ça c'est une insuffisance selon vous. Quelles sont... Oui. Je pense que vous devez me laisser parler parce que les autres ont eu beaucoup plus de temps. Un autre élément, c'est que justement, la commission omet les responsabilités du FPR, complètement. Tout à l'heure, le général a posé une question, ou plutôt il a insinué que des forces se sont opposées notamment à l'augmentation des troupes de la MINUSMA, l'assistance militaire des Nations Unies au Rwanda. Qui l'a fait? Qui s'est opposé à ça? C'est le général Kagame, qui ne voulait pas que la MINUSMA ait des effectifs supplémentaires. C'est les États-Unis, c'est le gouvernement américain qui s'est refusé du début à la fin, en arguant qu'en Somalie, des militaires américains étaient morts. C'est ça la vérité. Ce n'est pas le gouvernement rwandais. On dit dans le rapport que le FPR était demandeur de négociations et que la France ne voulait pas. Mais non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est la France qui a commencé les négociations entre le FPR en 92, entre le FPR et le gouvernement rwandais. Ça s'est passé à Paris, rue Kléber, dans le centre Kléber d'ailleurs, où on a passé plusieurs jours. On a refait un deuxième round en présence de M. Cohen, le secrétaire d'État adjoint américain, et le ministre ougandais des Affaires étrangères. Et c'est la France qui a piloté toute l'opération des négociations dès le départ. Le FPR a ensuite demandé que les négociations soient transférées à Arusha en Afrique. Parce que il avait des raisons de le faire, mais qu'on ne mente pas. La France voulait vraiment et nous a encouragés à négocier. Elle a fait une pression énorme sur le président Habyarimana, que ce soit connu et que ce soit dit. On veut fausser l'histoire. Et vous savez, moi j'ai demandé à la commission du Clerc de m'écouter. J'ai envoyé une lettre recommandée, j'ai donné mon curriculum, j'ai envoyé des livres. Ils ont tout reçu, je suppose qu'ils ont lu mes livres, parce que j'ai sorti un livre en 2013 intitulé « La France a-t-elle participé au génocide rwandais ?» Mais non, puisque je ne dis pas la même chose que le FPR, j'ai été écarté. Je n'ai pas été auditionné alors que les gens qui connaissent le Rwanda à peine l'ont été. Donc tout ça... Mais maintenant, Monsieur Ndagijimana, le rapport, lui, il est là malgré les insuffisances que vous relevez. Et il y a aussi d'autres qui ont été relevés par d'autres experts. Mais aujourd'hui, il est là. Est-ce qu'il a contribué quand même de façon modeste, à établir la vérité sur ce triste drame? La vérité que je trouve dans ce rapport, c'est déjà d'affirmer que la France n'a pas participé au génocide des Tutsis au Rwanda. Ça, c'est une vérité. Je l'ai écrit dans mes livres. Je l'ai dit et redit à plusieurs reprises.
Il n'y a que le FPR qui veut le dire pour justement, et notamment, échapper à ses responsabilités historiques et judiciaires, d'ailleurs, qu'il a dans ce dossier. Que la France n'a pas participé, c'est connu. Le rapport analyse bien la situation de l'opération turquoise. Donc, toutes les accusations portées contre l'opération turquoise, jusque-là, par les médias français, par le gouvernement rwandais, même si un de nos collègues a dit qu'au Rwanda, cette question n'est pas... Non, tout simplement, il ne lit peut-être pas le Kinyarwanda, mais moi, je peux vous dire que ce rapport est au centre des débats au Rwanda, dans les journaux, dans la presse écrite, sur YouTube, en Kinyarwanda. Merci beaucoup. En tout cas, le gouvernement rwandais il devrait aussi se prépare aussi à publier son propre rapport. Voilà, il va faire un autre rapport, ils l'ont annoncé, et ils en parlent tous les jours, ils ont commencé à critiquer. Au début, ils semblaient satisfaits de ce rapport, mais maintenant, non. À la suite de rapports, ou plutôt d'articles écrits par quelques personnes en France, eh bien, le gouvernement rwandais change et vous verrez que quand le président Macron arrivera à Kigali, ce ne sera pas en termes amicaux qu'il va être reçu. Merci beaucoup, M. Ndagijimana. Patrick Mboyo, je le disais, le débat, c'est sur les insuffisants, l'analyse de ce rapport et la suite. Il est là, tel qu'il est, avec ce que les uns et les autres disent. Est-ce qu'il a contribué vraiment à améliorer la connaissance, je le disais, sur cet épisode triste de l'histoire rwandaise? En réalité, ce rapport ne nous apprend pas plus que ce que l'on sait déjà. Comme ça a été dit tout à l'heure, la France n'a pas participé activement au génocide rwandais, c'est un fait. Il s'agit d'un rapport, il faut bien préciser, de 1224 pages, table des matières complémentaires. Elle a été menée par une commission des recherches, je précise bien le titre de la commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsis. Une commission de recherche sur les archives à qui on ne donne pas accès à certaines archives, allez-y comprendre. La démarche est notamment celle de l'Assemblée nationale ou du fils de François Mitterrand. Il y a beaucoup d'autres. Allez-y comprendre. J'aimerais, si vous permettez, que je puisse dire certaines choses qui vont peut-être déplaire à certaines personnes. Dans cette affaire du Rwanda, du génocide qui s'est passé au Rwanda, il faut se poser des questions tous azimuts. Le problème, depuis le départ, c'est qu'on a fait en sorte que les rapports, les études, les rapports et les analyses qui ont été menées ne puissent s'orienter que dans un sens, c'est-à-dire dans le sens d'accabler la responsabilité des Hutus. Il a été précisément dit ici que la France avait activement encouragé un dialogue entre le FPR et le pouvoir de Juvénal Habyarimana. Je rappelle que Juvénal Habyarimana était un président élu. Et selon le schéma qui était colonial, mais je ne dis pas que j'approuve ce schéma, mais c'est un schéma qui a existé au Rwanda pendant des années, le vote était organisé essentiellement au plan sociologique, c'est-à-dire au plan ethnique. De ce fait, les Tutsis n'avaient aucune chance au plan du respect strictement de la démocratie d'accéder au pouvoir parce que les Hutus représentaient juste plus de 60% de la population. Mais les Tutsis se sentant frustrés, ils ont pris les armes. Le FPR n'est pas un mouvement rebelle qui était né au Rwanda, non. Ce mouvement est constitué des réfugiés qui avaient quitté le Rwanda depuis plusieurs décennies. Lors du premier génocide entre guillemets, qui datait déjà des années 50. Et ce sont ces personnes qui sont revenues au Rwanda, qui ont déchiré les accords d'Arusha d'août 1993 et qui sont revenus au Rwanda, non pas pour sauver les Tutsis, parce que le génocide, l'attaque du FPR de Paul Kagame n'a pas commencé en avril 1994. Cette attaque avait commencé déjà au mois de décembre, c'est-à-dire quelques mois après la signature des accords d'Arusha. Et du coup, la réaction, tout le monde sait qu'il pouvait y avoir des massacres, des tueries, mais personne ne s'attendait à ce qu'il y ait le génocide qu'on a connu. Merci Patrick Mboyo. Je souhaite vraiment qu'on parle du rapport. Là, on a des éléments historiques. Il faut aller en termes de perspective. Et dans la dernière partie de l'émission, il nous restera quelques minutes et on va devoir parler donc de l'après-rapport du Clerc. Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio. Et nous parlons ce soir de l'après-rapport du Clerc sur le génocide rwandais avec 4 invités. Patrick Mboyo, chercheur en droit, Jean-Marc Sobot, journaliste et auteur, Général Dominique Delors, auteur du livre Guerre au Rwanda, l'espoir brisé, disponible depuis le début du mois, j'y arrive, et l'ambassadeur Jean-Marie Ndagijimana, ancien chef de la mission diplomatique rwandaise ici en France et ancien ministre des Affaires étrangères.
Jean-Marc Sobot, oui, beaucoup de critiques sur ce rapport. Il est là, une fois de plus, je le dis. Il y en a parmi les Rwandais qui demandent des actes. D'autres exigent des excuses, d'autres parlent encore de réparation. Mais quelle doit être, d'après vous, la prochaine étape après ce rapport critiqué par certains? Oui, après ce rapport, je vais en parler, mais j'ai envie d'apporter une petite précision parce que j'ai devant moi l'ouvrage de lieutenant général qui est aujourd'hui un général retraité, Roméo Dallaire. Le titre, c'est « J'ai serré la main du diable ». C'était lui qui était c'était un Canadien. C'est lui qui était le responsable, le commandant de la mission des Nations Unies. La MINUA, la force de maintien de l'ordre, ou plutôt de la paix. Alors, et je renvoie les gens, je veux que les gens aillent lire un peu un chapitre là-dedans dont le titre c'est l'invasion turquoise. Et quand vous lisez ce chapitre, vous allez comprendre une chose. Lui, il raconte des faits. Il raconte des faits d'un vrai génocide parce que là, on fait comme si, je crois qu'on est en train de tourner un peu en rond. Moi, je suis pas un supporter du président Kagame, mais il raconte des faits d'un vrai génocide, des gens qu'on a qualifiés de cafards et puis qu'on tue comme des mouches. Donc, il raconte ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il les raconte de manière neutre. C'est-à-dire que là où il a accusé un camp ou l'autre ou le troisième camp, il ne lésine pas sur les mots. Donc, il accuse tout le monde. Et sur l'après-rapport, Jean-Marc, s'il vous plaît, il n'y a plus le temps. Sur l'après-rapport. Oui, c'est quelque chose que je vais dire très rapidement comme ça. Là, je vais dire, il raconte comment interviennent les Français. Il dit, par exemple, ça c'est pour dire que ce qui est venu après la résolution 929, c'est venu sur sa tête. Le ministre, l'ancien ministre Kouchner est venu le rencontrer pour lui dire carrément que bon voilà, en d'autres, je veux dire d'une certaine manière que la MINUA va rester dans son coin, n'a qu'à nous supporter, nous qui allons entrer dans le conflit, c'est nous qui allons faire le travail de Jean-Marc, je suis une fois de plus obligé de vous interrompre, s'il vous plaît. Le rapport est là, parlons du rapport, s'il vous plaît. Les éléments historiques, je pense que tout le monde ici connaît un peu ce qu'avait dit le général Roméo Dallaire sur la question. Maintenant, en deux mots, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous attendez après ce rapport, s'il vous plaît? Jean-Marc? Bon. Patrick Mboyo, l'après-rapport, quel doit être... Oui, Jean-Marc, vous êtes là? Oui, au plan politique, bien entendu, ça va être l'apaisement du Rwanda. Mais nous attendons que des gens qui ont des actions judiciaires à entreprendre doivent assigner des gens en justice. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas là. C'est un rapport d'historien, c'est pas une juridiction. Donc je pense que les recherches vont continuer et la justice doit continuer son travail. Merci beaucoup. Général Delors, justice aussi après ce rapport? Alors écoutez, moi je pense qu'il y a les historiens ont encore beaucoup de travail devant eux, notamment pour répondre à des questions fondamentales, puisque évidemment on arrive à cette période dramatique du génocide, c'est de savoir pourquoi il n'y a pas d'autres pays qui sont intervenus avant la France. C'est-à-dire pourquoi, avec l'accord du Conseil de sécurité, l'Ouganda par exemple, ou les États-Unis. Général Delors, est-ce qu'on peut rester sur la question fondamentale? Qu'est-ce que vous souhaitez après ce rapport? J'ai cité un certain nombre d'attentes de la part des victimes et des familles des victimes rwandaises qui souhaitent pour certains des réparations, d'autres pour des excuses de la France. Est-ce que pour vous, l'histoire s'achève là, après ce rapport, ou faut-il qu'il y ait une suite? Si oui, laquelle? La suite, c'est d'explorer ce qui n'a pas pu être exploré encore dans le cadre actuel de la Commission. Je crois que très clairement, il y a déclassifier les dossiers qui ne l'ont pas été, faire en sorte que les historiens accèdent aux documents qui ne leur ont pas été remis. Et répondre, et essayer de trouver des réponses, à savoir pourquoi d'autres nations, des grandes nations, en commençant par les États-Unis d'Amérique, ne sont pas intervenus, alors même que le génocide était clair pour eux, puisqu'ils étaient particulièrement bien renseignés. Donc,
ils auraient dû intervenir et il serait intéressant de savoir pourquoi ils ne l'ont pas fait. Merci. De même que les nations qui auraient dû, à juste titre, pouvaient prétendre à essayer de protéger les populations rwandaises, les populations tutsis, qui étaient en plus grand danger. Merci beaucoup, Général Delors. Ça, c'est important. Merci à vous. Jean-Marie Ndagijimana, qu'est-ce que vous souhaitez après ce rapport? C'est une question importante, en effet. Je rejoins le général Delors, d'ailleurs, dans tout ce qu'il a dit sur les non-dits concernant les autres pays. Mais surtout, je me dis que la France a été accusée, était sur le banc des accusés depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, il y a une commission qui n'est pas nécessairement... Je ne veux pas parler de l'objectivité ou de la lucidité de cette commission. Ils ont été nommés par le président de la République. En tout cas, la France est lavée des accusations de participation au génocide. L'opération turquoise est lavée de toute participation au génocide. Au contraire, son travail a été loué parce qu'ils ont sauvé nos parents. Et moi, je suis allé en zone turquoise au nom du gouvernement rwandais en août 1994 pour visiter ces braves soldats et voir les rescapés tutsis de Yarushish. Oui, le général Patrice Sartre, qu'on n'a pas eu le temps de citer, a d'ailleurs dit que le rapport Duclerc rend justice aux soldats de l'opération turquoise. Je vais conclure, madame. Je vais conclure en disant que c'est bien que nous, les Rwandais, on demande les comptes aux étrangers, à la France, aux États-Unis. Moi aussi, je le fais de temps en temps. Mais nous, les Rwandais, est-ce que nous avons fait notre examen de conscience? Il est temps que les archives rwandaises sortent et qu'on parle du rôle des uns et des autres, parce qu'il n'y a pas eu une guerre à sens unique. Il y a eu des assassinats de milliers, de centaines de milliers de Rwandais, Hutus et Tutsis. Le FPR, dans la zone qu'ils contrôlaient, a massacré des centaines de Hutus. Au Congo, ils ont massacré plus de 300 000 Hutus et des millions de Congolais. Il est temps qu'on se retourne, qu'on dise, tiens, au fait, qu'est-ce que nous avons fait? Peut-être que cela va être fait dans le rapport du Rwanda qu'on attend. En 2 mots, Patrick Mboyo, vous aussi, d'autres pays doivent suivre l'exemple de la France, comme le soulignait le général Delors. Qu'est-ce qu'il faut faire après cette étape? Il faut tirer des leçons qui sont contenues déjà dans ce rapport. Premièrement, il y avait eu un aveuglement continu dans le traitement de ce dossier, ainsi qu'une lecture complètement biaisée. Ça rappelle une situation qui se passe actuellement. Ce qui est passé au Rwanda est dramatique. Tirons les leçons pour le présent et pour l'avenir. Actuellement, en République démocratique du Congo, comme mon prédécesseur vient de le dire, il y a un génocide qui a eu lieu, documenté, clairement identifié par ce qu'on appelle le rapport mapping. Un rapport que certains idéologistes ou obscurantistes idéologiques tentent de que le docteur Denis Mukwege souhaite voir exhumer, justement. Exactement, il n'est pas le seul, nous sommes nombreux dans ce sens-là. Personne n'arrivera à enterrer le rapport mapping. Utilisons le rapport mapping pour justement éviter les erreurs qui ont été commises au Rwanda, afin de rendre justice aux Congolais, parce que le contexte est quasiment le même. Une lecture biaisée, une analyse qui est complètement hors sujet par rapport à ce qui s'est passé au Rwanda, et un contexte international qui est changeant. Nous sommes dans un contexte international qui change par la montée des puissances émergentes qui ne pouvaient pas encore, il y a quelques années, prendre la parole et mener des actions militaires, mais qui sont aujourd'hui présentes. Si aujourd'hui ce contexte arrive à bouleverser les choses comme ça se passe dans certaines régions, nous risquerons de connaître en République démocratique du Congo un bis répétite de ce qui s'était passé au Rwanda en 1994. Donc, soutenons le rapport mapping et faisons en sorte que ce rapport des chercheurs, des historiens français puisse éclairer l'utilisation du rapport mapping en vue de prévenir d'autres tueries en RD. Merci Patrick Mboyo, chercheur en droit et enseignant à l'Université Paris-Saclay. Jean-Marc Sobot, journaliste et auteur à Québec. Général Dominique Delors, auteur du livre Guerre au Rwanda, l'espoir brisé. L'ambassadeur Jean-Marie Ndagijimana, ancien ambassadeur du Rwanda en France et ancien ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Bonsoir. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?